dans l'obscurité soudaine des projecteurs éteints, un cri silencieux résonne depuis les années 1970, un écho déchirant qui traverse les décennies. Karen Chery, autrefois la princesse scintillante de la pop française, une icône adulée des écrans et des médias, s'effondre sous le poids écrasant d'une vie brisée par les excès et les illusions. À plus de 70 ans aujourd'hui, elle porte les cicatrices profondes d'une ascension glamour qui masquait des trahisons cruelles, des amours détruites dans l'ombre et des réinventions arrachées dans une douleur insoutenable. Jugée sans relâche pour son apparence, ses choix audacieux défiant les normes, et son vieillissement impitoyable sous les regards inquisiteurs d'une société obsédée par la jeunesse, elle a survécu à des décennies de scandales publics, de critiques acerbes et de chagrins intimes qui l'ont consumée de l'intérieur. Aujourd'hui, retirée dans une solitude choisie loin des feux de la rampe, son histoire révèle une tristesse enfouie, un combat héroïque contre une célébrité qui l'a exploitée puis abandonnée. Voici la vérité brute, nue et sans phare, derrière les gros titres mensongers. Karen Chery, une âme tourmentée que vous n'avez jamais vraiment connue, un rêve fragile bâti sur des promesses brisées et des espoirs trahis, une femme dont la lumière a été volée par ceux qu'elle aimait. Likes, abonnez-vous et commentez Amen. Je vous bénis pour atteindre vos objectifs ce mois-ci. Née Isabelle Morizet en 1955 à Saint-Germain-en-Laye, en France, dans une famille modeste mais empreinte de chaleur et de solidarité, son enfance n'avait rien d'ordinaire. Marquée par des rêves qui dépassaient les murs étroits de son foyer. Dès ses premiers pas, une énergie débordante et une passion dévorante pour la musique l'animaient, un feu intérieur que ses parents, malgré leurs moyens limités et leurs journées harassantes, encouragèrent avec une tendresse infinie, voyant en elle une étincelle rare. Personne, pas même eux, ne soupçonnait alors que cette petite fille aux yeux brillants irait si loin, défiant les attentes d'une époque où les filles étaient souvent cantonnées à des rôles domestiques. Plongée dans les arts chant, danse et surtout batterie, un choix audacieux et presque scandaleux pour une enfant de son temps, elle refusait les conventions imposées, s'entraînant avec une détermination farouche dans des caves humides ou des salles de quartier, ses baguettes claquant comme un défi au destin. À force de sueur, de nuits blanches et d'une discipline de fer, elle décrocha le premier prix du Conservatoire de musique de Saint-Germain-en-Laye, partageant cet honneur avec un garçon qui deviendrait plus tard le batteur de Johnny Hallyday, une coïncidence modeste mais prémonitoire, un signe des étoiles alignées pour une carrière fulgurante. Sous la tutelle de son oncle Jean-Louis Vial, un batteur de jazz renommé dont les solos avaient enchanté les clubs enfumés de Paris, elle enregistra sa première maquette, accompagnée de musiciens professionnels aux doigts agiles, capturant un talent brut, une voix rauque et une étincelle indéniable qui trahissait une âme en quête d'expression. Pourtant, l'avenir restait incertain, suspendu entre espoir et doute. Après un baccalauréat obtenu avec une mention passable, reflet d'un esprit plus artistique que scolaire, elle envisagea une carrière en recherche scientifique, la musique restant un amour secret face à la promesse d'une stabilité dans un laboratoire aseptisé, loin des tumultes de la scène. Mais le destin frappa comme un éclair dans un ciel d'orage. Cette vieille maquette de jazz, oubliée dans un tiroir poussiéreux, refit surface comme par magie et tomba entre les mains de Max Enfou, un éditeur musical au flair aiguisé, un homme aux yeux perçants qui voyait au-delà des apparences. Séduit par cette voix unique, il organisa une audition avec Claude Carré, le producteur légendaire derrière Sheila, qui cherchait désespérément la prochaine étoile pour illuminer les charts. Ce ne fut pas Carré, mais son assistant Bert Petrucci, surnommé Mémie Ibach, un découvreur de talent aux méthodes controversées, qui vit en la jeune Isabelle, alors âgée de 19 ans, bien plus qu'un joli visage ou une voix acceptable, une étoile en devenir, une force brute à façonner avec une main de fer. Fin 1974, lors de l'audition décisive dans une salle froide de Paris, tout bascula dans un tourbillon de notes et de promesses. Isabelle Morizet s'effaça, engloutie par l'identité fabriquée de Karen Chery, plongeant dans l'univers imprévisible, étincelant mais cruel de la pop française. Mais derrière ce glamour naissant, orchestré par des mains avides, se cachaient des années d'incertitude, de conflits intérieurs déchirants et de sacrifices silencieux, un prix amer pour avoir troqué un avenir stable contre un rêve sans garantie, un pacte avec une industrie vorace. Sa montée vers le trône de la reine du disco fut lente, ponctuée de doutes, mais fulgurante une fois le succès décollé. Ses premiers singles se vendirent modestement, lui offrant une visibilité médiatique fragile, un tremplin instable dans un monde où l'échec était synonyme de chute définitive. En 1976, adoptant officiellement le nom de Karen Chery, un pseudonyme choisi pour son exotisme et sa résonance internationale, elle lança Sing Mama, un tube disco qui la propulsa au rang de star nationale, une explosion de rythme qui fit danser une génération entière. Ce succès s'accompagna d'une métamorphose physique et symbolique.
Elle coupa ses longs cheveux pour une queue de cheval haute emblématique, un geste audacieux dicté par les stratèges de l'industrie, se forma à New York auprès de chorégraphes exigeants pour perfectionner ses talents de scène, et adopta une image glamour à l'américaine, un masque soigneusement poli pour séduire un public mondial. Des tubes comme Show Maître Your Man, des apparitions télévisées en prime time sous des lumières aveuglantes, et un flux continu d'albums firent d'elle un visage incontournable, une idole dont le nom brillait sur les affiches. Mais cette gloire avait un coût exorbitant. Sous le maquillage épais, les costumes scintillants et les rythmes entraînants du disco, Karen subissait une pression écrasante pour se conformer à une image imposée. Ibach, comme tant de producteurs de l'époque, la traitait moins comme une partenaire créative que comme un produit à commercialiser, la marketant comme douce mais sexy, accessible mais idolâtrée, un équilibre fragile qui la réduisait à une marionnette. Souriante sur scène, saluant une foule en délire, elle étouffait en coulisses sous les contraintes oppressantes, images figées, répertoire dicté, même la langue dans laquelle elle chantait choisie par d'autres points. Les années 1980 apportèrent des sommets professionnels éblouissants et des désillusions personnelles qui la plongèrent dans l'abîme. En 1980, Mariti et Gilbert Carpentier, légendes de la télévision française au sourire télévisé, lui offrirent une émission phare, un tremplin rêvé, à condition qu'elle chante en français, un tournant majeur qui marqua un divorce avec son passé anglophone. Sing to Maître Mama devint Chante pour nous Mama, et Show Maître Your Man 9 se transforma en La Marche des matchs, des adaptations qui conquirent le public français avec une ferveur inattendue et relancèrent sa carrière dans les classements. En 1981, un autre succès, adapté par Didier Barbelivien de Yo Pitts Me, décrocha un disque d'or, une récompense qui brillait comme un trophée sur une cheminée vide. Pourtant, malgré ces triomphes commerciaux qui remplissaient les salles et les caisses, Karen aspirait à plus, un désir ardent de contrôle, d'authenticité, une voix dans les décisions portant son nom, un cri contre l'emprise des producteurs. En 1984, lorsqu'on lui proposa d'être l'ambassadrice officielle de Disney en France, un rôle mondialement exposé qui aurait pu la propulser sur la scène internationale, elle refusa avec une détermination inattendue, lassée d'une image trop lisse, d'un moule commercial qui étouffait son âme. Ce choix libérateur, confié à Dorothée Esposito qui occupa rapidement la place laissée vacante, marqua un tournant coûteux. Ses singles suivants, comme Vive les hommes, Maman la plus belle du monde ou la reprise disco fin de Maurice Albert, peinèrent à retrouver l'éclat passé, des échecs qui sonnèrent comme des coups de poignard. Sa relation avec Ibach, déjà tendue, se fissura dans des disputes acerbes, un divorce artistique qui la laissa seule face à un public en perte de ferveur. À eu milieu des années 1980, sa carrière pop s'évanouit doucement, presque silencieusement, un crépuscule discret après tant de lumière aveuglante, une descente progressive dans l'oubli médiatique. Mais Karen ne disparut pas pour autant. Elle se réinventa avec une audace silencieuse, devenant animatrice télé avec Vitamine et Hugo Délire, touchant une nouvelle génération avec une jovialité professionnelle qui masquait ses blessures intérieures. Dans les années 1990, elle abandonna le pseudonyme Karen Chery pour renaître sous son vrai nom Isabelle Morizet, animant des émissions radio intimistes sur Europe 1, où son empathie, son intelligence vive et son sens de l'écoute furent salués par des auditeurs émus. En 2001, elle interviewa numériquement son alter ego Karen dans une séquence poignante, un adieu émouvant à son passé pop, un rideau tiré sur une jeunesse volée par l'industrie. Malgré les nostalgiques qui réclamaient son retour et les polémiques comme son départ controversé des années bonheur après un différend avec l'animateur, qu'elle attribua à un comportement inapproprié, elle refusa obstinément les rééditions de ses albums, bloquant toute rétrospective avec une fermeté qui défiait les attentes. Un acte de défiance contre une machine qui l'avait exploité sans merci. Et sa vie privée fut un champ de bataille tout aussi tumultueux, un théâtre d'ombre où se jouaient des drames intimes loin des caméras. Au sommet de sa gloire, fin des années 1970, une trahison intime la brisa en 1000 morceaux. Un avocat influent, présenté comme un protecteur brillant et cultivé, manipula ses émotions et ses finances, vidant sa fortune durement gagnée avec une cruauté méthodique. Ce scandale, tu par un silence imposé, la laissa dévastée, luttant pour reconstruire son estime de soi avec l'aide de sa sœur Sophia, une ancre dans la tempête. Dans les années 1980, une relation sereine avec Éric Tubiana précéda un amour durable avec Jean-Claude Gotting, illustrateur discret, avec qui elle eut Oscar en juillet 1995, une naissance qui redéfinit ses priorités. Protégeant farouchement son fils, elle refusa de l'exposer, respectant son choix d'anonymat sous le pseudonyme Aglaïa. En 2002, elle épousa Jérôme Bellet, directeur d'Europe 1, dans une union fondée sur la simplicité et la confiance,
un havre de paix après tant de tempêtes. Aujourd'hui, à 70 ans, Isabelle vit retirée, se consacrant à la lecture, la cuisine et ses proches, reconnaissante de sa liberté retrouvée. Karen Chery, icône brisée, a survécu au projecteur pour choisir la paix, non sans cicatrices profondes. Que pensez-vous de ces luttes cachées? Dites-le nous en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres récits poignants.